Salut à tous, c'est David et on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est sûrement la plus importante que j'ai faite jusqu'ici sur ma chaîne. C'est simplement parce qu'aujourd'hui, je vais vous apprendre, vous l'aurez compris, la vente sans bullshit, mais c'est surtout pour moi une compétence qui a sauvé ma vie. Vous le savez peut-être, pour certains d'entre vous, j'ai vécu aux États-Unis pendant plus de 4 ans et ce qui m'a permis de survivre en arrivant là-bas alors que j'étais littéralement à la rue, c'est de pouvoir vendre la seule chose que je savais faire à l'époque, de l'entraînement physique. Donc, depuis, j'ai géré plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires dans plus de 19 pays et le but de cette vidéo, c'est de vous synthétiser et de vous simplifier un maximum tous les process pour que vous puissiez dès aujourd'hui passer à l'action et créer littéralement de l'argent à partir de rien et où que vous soyez. Encore une fois, vous l'aurez compris, on va parler de la vente, mais ce qui est très important à retenir ici, c'est le sans bullshit. La vente sans bullshit. On voit de plus en plus de closers en vidéo sur les réseaux sociaux, de plus en plus de vendeurs qui vous montrent des méthodes où on les voit parler de manière vachement éloquente, de manière superbe, au point où on se dit mais moi je ne pourrais pas faire ça parce que peut-être je suis introverti, peut-être j'ai pas leurs compétences, alors qu'en fait la vente c'est tout sauf du blabla, c'est tout sauf parler. Donc aujourd'hui on va voir qu'est-ce que la vente concrètement. Comment est-ce qu'on peut vendre à n'importe qui, n'importe quand et surtout comment poser les bonnes questions pour créer un besoin. Ok? Ça va être ça le plus important. Restez bien ici jusqu'à la fin parce que je vous montrerai à la fin peut-être que vous aurez l'opportunité d'accéder à une communauté de machines, les Sales Machines, que j'ai créé sur Skool et qui vous permettra de continuer de parfaire vos compétences et surtout d'échanger avec des gens qui, comme vous, essayent d'avancer dans leur métier par la vente. Alors on y va tout de suite, on va effacer cette connerie. J'espérais que ça s'efface bien, et ben c'est le cas. On va commencer tout de suite par définir la vente. La vente concrètement c'est quoi? Il y en a qui vont dire c'est d'échanger quelque chose contre de l'argent, ce qui n'est pas complètement faux. Mais pour pouvoir échanger quelque chose contre de l'argent, il faut qu'il y ait un transfert. Un transfert de quoi? Pas d'argent, un transfert de conviction. La vente, c'est un transfert de conviction. Alors vous me direz peut-être, conviction de quoi? Eh bien c'est simple. Si tu vends quelque chose, peu importe ce que tu vends, j'espère que ça apporte un plus aux personnes à qui tu le vends. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après t'avoir rencontré. Il y a un avant et un après ton service. Eh bien c'est ça que tu vas vendre. C'est-à-dire que les gens à qui tu vas vendre, tes prospects, ils sont aujourd'hui dans une situation. Ok? Elle est ce qu'elle est. C'est la situation présente. Toi, tu vas leur apporter quelque chose qui les amènera dans une situation différente, dans une situation future. Et bien, ce transfert de conviction, c'est la conviction que tu as la capacité de les faire passer de là à là. Ok? Entre les deux, il y a ce qu'on appelle un gap. Un espace entre la situation présente et la situation future. Et en fait, pour moi, la vente, c'est ça. Ça s'appelle le gap selling, c'est-à-dire que tu vas définir avec tes clients une situation présente. Tu vas définir une situation souhaitée. Tu vas aussi définir la distance qu'il y a entre les deux, à quel point c'est compliqué, à quel point ça va leur coûter en temps, en argent, en ressources, etc. Et surtout à quel point leur vie sera différente ici, différente et mieux ici qu'ici. Et plus ce gap est grand, plus le gap, en tout cas la distance entre la situation A et la situation B qu'ils perçoivent est élevée, plus la valeur de ce que tu as à vendre sera élevée. En d'autres termes, la vente, c'est un transfert de conviction que tu peux les amener d'une situation qui n'est pas idéale à une situation qui est plus qu'idéale grâce à ta solution et que la distance entre les deux situations, c'est ce qui fait la valeur de ton offre. Je viens de simplifier et de résumer la vente en un schéma. Donc si vous souhaitez vendre quelque chose, si vous êtes entrepreneur peut-être, que vous ne savez pas comment créer votre offre, c'est simple. Pour la mettre en valeur, il faut qu'elle apporte une différence assez conséquente dans la vie des personnes que vous allez cibler.
Donc vous me direz, mais David, comment est-ce qu'on crée ce gap dans la tête de nos clients? Et c'est de ça qu'on va parler tout de suite. Il faut savoir que la première étape d'un rendez-vous de vente, alors pas la première, dans un rendez-vous de vente, un rendez-vous de vente se définit comme suit. Vous allez dans un premier temps faire ce qu'on appelle un brisage de glace. Vous allez dire bonjour, vous allez chit-chatter avec votre prospect, et vous allez surtout essayer de le mettre à l'aise. Une fois qu'il est à l'aise, vous aurez l'étape la plus importante qui arrivera, la découverte. Pourquoi est-ce que c'est la première étape? Pourquoi est-ce que c'est l'étape la plus importante? Parce que déjà, on ne peut pas présenter une offre, on ne peut pas vendre quoi que ce soit si on ne sait pas quels sont les problèmes de nos clients. Ça, c'est la différence entre un vendeur de tapis et quelqu'un qui vend des choses auxquelles il croit. Un vendeur de tapis, il n'en a rien à foutre de ce qu'il y a dans votre maison. Il veut vous vendre le tapis. Donc, la première chose qu'il va vous dire, c'est « Regarde ce tapis, il est magnifique, il est fait à la main, il a été créé au Maroc, etc. etc. » Alors qu'un vendeur qui a vraiment pour but d'aider, et ça, c'est une posture qu'il est très importante de prendre, c'est la posture de conseiller, d'expert et de consultant. Parce que si tu mets cette casquette-là sur la tête plutôt que celle du vendeur de tapis, tu auras vraiment à cœur d'aider tes prospects et surtout ce qui va vraiment t'intéresser, c'est eux et pas ton produit. Okay? Il y a un adage qui dit que les problèmes de tes prospects sont plus importants que ton produit. Et c'est vrai. Tout le monde s'en fout de ce que tu as à vendre. Tout ce qu'on a en tête, c'est comment est-ce que tu vas régler mes problèmes. L'humain est égocentrique. Donc pour ça, la première chose qu'on va faire, c'est une découverte. C'est-à-dire qu'on va découvrir la situation, les problèmes, les besoins de nos prospects. Et ça passe par des questions. Vous voyez, comme vous voyez sur Internet, tous ceux qui vendent des choses, on les voit closer des deals à grands coups de citations, à grands coups de méthodes, et ils disent de belles choses. La vérité, c'est que les vrais vendeurs passent 60% de leur temps à poser des questions. Dans un rendez-vous de vente, le partage de la parole, il est littéralement à 70-30 en faveur du client. Si le client ne parle pas 70% du temps, et si c'est vous, vendeur, qui parlez 70% du temps, vous avez foiré votre vente. Donc, notre découverte, qui va nous servir à apprendre des choses sur notre client, je veux dire sur notre patient, on va la découper en plusieurs étapes. Ça, c'est pour s'assurer qu'on a bien posé toutes les questions. Quel genre de questions on va poser? On va poser, c'est une autre vidéo. Vous l'avez vu, j'ai fait une vidéo sur le spin selling. Donc là, je vais le résumer un peu plus rapidement. On va poser des questions sur leur situation. Okay. La méthode de questionnement que j'utilise, pour que vous le sachiez, c'est la méthode NEPQ. Neuro Emotional Personal Question. Des questions personnelles qui connectent au niveau neuro-émotionnel. Voilà. Quelles sont ces questions? Bon, elles sont tout simples dans la situation. Ça va être des questions comme « Parlez-moi de votre situation actuelle », tout simplement. Qu'est-ce que vous faites si vous vendez peut-être des services de fitness pour perdre du poids? Parlez-moi un peu de vos entraînements actuels. Est-ce que vous vous entraînez? Dans quelle salle est-ce que vous allez? Quels sont vos objectifs? Comment est-ce que vous travaillez sur vos objectifs? Qu'est-ce que vous avez fait par le passé pour atteindre vos objectifs? Ça aussi, c'est très important. Dans la situation, il y a le présent, mais il y a aussi le passé. Okay. Très important de savoir ce qu'ils ont déjà fait. Ensuite, on va avoir des situations de problèmes. Aujourd'hui, vous vous entraînez, vous tentez de perdre du poids. Ok, je comprends. Mais pourquoi est-ce que vous cherchez à perdre du poids exactement? Parce que j'ai littéralement, quand je me regarde dans la glace, je vois que j'ai 30 kilos en trop. Je n'aime pas ma silhouette, je n'aime pas ce que je vois. Ok, donc on va avoir un problème de je n'aime pas ma silhouette, j'ai du poids en trop, etc. On va poser toutes ces questions de problématiques. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez fait appel à moi malgré que vous soyez déjà dans un process de ABC? Si on vend par exemple des services de génération de leads, des services de marketing, qu'est-ce qui fait que vous avez fait appel à moi malgré le fait que vous avez une équipe dédiée à la génération de leads?
malgré le fait que vous passiez déjà à l'action sur certains canaux et que vous avez certains résultats. Une fois qu'on a les questions de problème, on va avoir les questions d'impact. Et celles-ci, elles sont très, 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 très importantes. Parce que avoir des problèmes, c'est bien. Être conscient de l'impact de ces problèmes, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que l'impact, c'est votre gap. Le gap que je vous montrais tout à l'heure, il se trouve juste ici. Ton problème, c'est que tu n'aimes pas ce que tu vois dans le miroir, tu as 30 kilos en trop, ça ne te plaît pas, ok, mais concrètement, comment est-ce que ça t'impacte ça sur un plan personnel? Comment est-ce que ça te fait passer tes journées? C'est simple, quand je me lève le matin que je suis contente, quand je me vois dans le miroir, c'est fini. Ma journée, elle est gâchée. Je perds toute confiance en moi. J'ai du mal à regarder mon mari dans les yeux. D'ailleurs, ça fait un moment qu'on ne couche plus ensemble parce que je ne suis pas à l'aise nu devant lui. Et du coup, il faut que ça change. Vous voyez la différence entre je dois perdre 30 kilos et je ne couche plus avec mon mari et je n'ai pas confiance en moi et ma journée, elle est complètement gâchée. Ça, je dois perdre 30 kilos, c'est un gap de cette taille-là. Je ne couche plus avec mon mari parce que je ne suis pas à l'aise nu devant lui. Ça me gâche mes journées quand je me regarde dans le miroir. Je n'ai plus aucune confiance en moi. C'est un gap qui est énorme. Énorme. Et donc, quand vous allez vendre votre solution, quand vous arriverez aux questions de besoin, aux questions de need, vous n'allez pas vendre 30 kilos de régime, enfin de perte de poids, vous allez vendre la confiance en soi. Vous allez vendre des journées où vous serez plus épanoui. Vous allez vendre vous allez vendre le fait de pouvoir être nu encore devant votre mari. Et ça a une valeur tout autre. Et ça se vend beaucoup plus cher que ça. Une fois que vous aurez synthétisé une fois que vous aurez récolté toutes les informations dont vous aurez besoin, là et seulement là, vous passerez à votre démo, à la démo de ce que vous vendez, à la démo de vos services, à la démo de vos produits. Et là, vous n'allez pas seulement faire une démo classique, par exemple, encore une fois pour le programme, vous n'allez pas faire une démo de ce qu'ils vont faire en termes de nombre de reps, nombre de séries, temps de récup, etc. Vous n'allez pas vendre ce qu'on appelle le voyage, vous allez vendre la destination. Si je vous vends un voyage à Hawaï, je ne vais pas vous dire tu verras, tu vas passer 30 minutes dans la file d'attente à la douane, tu vas passer 9 heures d'avion à côté d'un gamin qui va faire que de chialer. Non, je ne vous vends pas le voyage. Je vais vous dire, tu verras, quand tu atterriras à l'aéroport, un taxi va venir te chercher pour t'amener dans ta chambre luxueuse en bord de mer. De là, un cocktail te sera servi à toi et ton mari pour que vous puissiez vous détendre avec un coucher de soleil magnifique qu'il y a d'ailleurs tous les jeudis. Enfin, voilà. Vous avez compris l'idée. Et bien là, c'est pareil. Ça va être votre gap, comme on l'a fait tout à l'heure. Et il y a donc situation, solution. Et donc, vous allez dire, Joséphine, tu as tenté de perdre tes 30 kilos par le passé, tu as acheté un programme en ligne qui t'ont fait faire de l'hypertrophie. Ok, je comprends, ça n'a pas fonctionné. Et en fait, la raison, c'est qu'aujourd'hui, ton niveau ne te permet pas de faire ça. Donc nous, ce qu'on va faire, on va travailler directement sur des choses qui vont, dans un premier temps, t'habituer à la salle de sport, à aller à la salle de sport. On a connecté au problème notre solution, une première fois. Ça, on va le faire par un chat où toi et moi, on sera en contact 24/24. Tu pourras m'écrire quand tu veux, je vais pouvoir te guider parce que le but, c'est que tu aies quelqu'un avec toi constamment. Avoir une nouvelle habitude, c'est difficile. Aller à la salle seul, c'est difficile. Donc moi, je veux être sûr que tu ne te sentes pas seul et que cette habitude rentre en toi. Ensuite, au niveau du programme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller crescendo. Tu vas avoir un premier programme pour créer cette habitude sans que ce soit trop compliqué. Et puis après, on va monter en gamme crescendo pour que dès le premier mois, tu aies perdu 5 kilos. Tu vas voir les premiers résultats et surtout, tu vas te rendre compte que les kilos, c'est une chose, mais que parfois, on peut ne pas perdre beaucoup de poids et avoir l'air très différent dans le miroir. Et ça va passer par la diète.
qu'on va mettre en place ensemble. La diète, tu n'y es pas habitué, donc ça aussi, on va devoir créer une habitude. Et pour ça, je vais te mettre une application qui va t'aider à simplement prendre en photo ton plat pour te traquer tes calories. Tu n'as rien à calculer, c'est l'application qui le fait et tout m'est envoyé automatiquement. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit que je peux voir moi, je te le dis directement. Le but, c'est que tout soit hyper simple pour toi. Comme ça, d'ici 3 mois, avec la montée en gamme des programmes, on aura perdu nos 30 kilos. Mais pas seulement. On aura retrouvé confiance. On aura des journées plus belles. Et surtout, on aura mis en place une nouvelle habitude qui fait qu'à la fin des 3 mois, tu n'arrêteras pas d'aller à la salle. Tu ne reprendras pas ton poids et tu ne seras pas de retour à la case départ. Ce que je te vends, c'est un aller simple. C'est comme ça qu'on fait une démo. On ne fait pas une démo scriptée qui sera la même pour tout le monde. Il faut qu'elle puisse être différente puisqu'il faut que la solution que vous l'apportez, la façon dont vous l'apportez soit directement liée, directement connectable à ce que votre prospect vous a dit ici. Parce qu'il faut faire une chose très importante pendant notre démo. Et ça, là, on va parler un peu plus des tics de langage. Enfin, des tics de langage, d'une façon de s'exprimer. Il faut savoir que les mots qu'on utilise en vente, les temps que l'on choisit sont très très importants. Et il y a un moment pour tout. C'est-à-dire, je vais par exemple, moi, utiliser ce qu'on appelle le conditionnel. Que tout le monde dit être interdit en vente. Oh, le conditionnel, c'est interdit. Oh, le conditionnel, c'est interdit. Pourquoi? Parce que tu mets des doutes dans la tête de tes clients et tu leur dis pas quand on va travailler ensemble. Tu leur dis si on travaille ensemble, donc tu laisses place à la possibilité de dire non. Et bien justement, j'utilise moi le conditionnel en tout début de rendez-vous. Et là, on est un peu plus poussé dans les techniques. Ce n'était pas prévu au programme, mais c'est une exclusivité pour vous. En début de rendez-vous, j'utilise le conditionnel parce qu'en début de rendez-vous, la personne que j'ai en face de moi s'attend à voir simplement un commercial qu'il a l'habitude de voir. Voilà. Encore un qui va essayer de me vendre sa merde. Donc forcément, il va utiliser des méthodes, des trucs comme ça et du coup, vous avez affaire à des gens qui sont gardés. Et moi, pour faire baisser la garde des prospects, j'utilise le conditionnel. Georges, le but de ce rendez-vous aujourd'hui, c'est déjà de définir si tu es la bonne personne que l'on peut accompagner. Si. De l'anti-vente. Je ne vais pas à toi, je te laisse venir. Et ça, je le fais grâce au conditionnel. Si tu es la bonne personne. Si, avec les questions que je t'aurais posées, les réponses et les informations que j'aurais récoltées, je considère qu'effectivement notre programme peut t'aider, alors je vais te le présenter. Et si tu considères qu'on est le bon programme pour toi, alors là, on pourra parler des étapes d'après. Garde baissée, tu as le droit de dire non, monsieur prospect. Rien ne t'engage ici, rien ne nous engage. Moi non plus, je ne veux pas m'engager. Et une fois, pardon, je suis un peu malade, une fois que j'ai fait ma découverte, pas. Une fois que j'ai fait ma découverte, que je sais la situation de mon prospect, les problèmes qu'il a, l'impact de ces problèmes et surtout maintenant que je sais comment ma solution va l'aider, quand je lui présente ma solution, j'utilise quelque chose qui n'est d'ailleurs pas un temps mais plutôt une façon de parler. J'utilise une méthode, ce qu'on appelle des projections. Je ne dis plus si on va travailler ensemble, je dis quand nous travaillerons ensemble. C'est plutôt genre, au lieu de dire si tu te mets à travailler avec nous, alors l'onboarding se passera de telle et telle façon et tu verras, on te montrera étape par étape. Non, c'est John, quand tu travailleras avec nous, on aura dès ton achat, en fait dès le paiement, on prendra rendez-vous ensemble dans une semaine pour faire ce qu'on appelle un onboarding. Pendant ce onboarding, on va aller étape par étape sur la mise en place de notre solution chez toi pour que dès le premier jour, tu puisses actionner tout ce qu'on s'est dit. Là, c'est différent. Pourquoi? Parce que dans la tête de la personne que j'ai en face, quand je lui parle, il s'imagine des choses.
On est humain, on imagine. Imagine, c'est-à-dire mettre des images sur. On imagine des choses en fonction de ce qu'on nous dit. Et si je dis, si je bosse ensemble, je n'ai pas la même façon d'imaginer que quand on bossera ensemble. Parce que quand je lui dis quand on bossera ensemble, dans sa tête, il y a David avec lui au bureau, à côté, en train de faire l'onboarding, de tout mettre en place. Et tout se passe bien. Donc, à la fin, il sera plus enclin à me dire oui. Voilà. Ça, c'était petite parenthèse, je la referme. Une fois que vous avez fait votre découverte et que vous avez fait votre démo, si vous avez bien fait votre travail, la personne en face de vous va vous demander combien ça coûte. Et le but, c'est qu'elle ne le sache pas encore, sinon ça ne sert à rien. On valorise d'abord ce qu'on fait et puis on parle de prix après. On valorise, comme ça le prix a l'air d'être là, ok? Plutôt que l'inverse. Donc une fois qu'on annonce le prix ou une fois que la personne nous le demande et qu'on lui dit, si vous avez bien fait votre travail, la personne vous dira soit oui, soit non. Ou alors, vous ne l'avez pas très bien fait. Il y a des choses qui vous ont échappé. Et dans ce cas-là, vous allez avoir ce qu'on appelle des objections. Ça, c'est ce qu'on voit sur le net. Quand on voit des petits jeunes faire du traitement d'objections pures, du closing, et vous montrer qu'ils peuvent vendre à n'importe qui. C'est vrai, c'est pas vrai? Ok. Avant de parler des objections, il faut comprendre un concept très précis et un concept très important. C'est qu'il y a deux types de ventes. Il y a la vente B2C et il y a la vente B2B. Ok? La vente B2C, c'est quand on vend à un client final. Customers, c'est quand on vend à la personne qui va utiliser le produit directement. C'est quand on vend à un particulier. Si on vendrait du shampoing, des tapis, des services de personal training, tout ça. Cette vente, la particularité qu'elle a, c'est qu'elle est quasiment basée essentiellement, je dirais, sur l'émotionnel. C'est-à-dire qu'ici, si vous voulez vendre, il faut transférer de l'émotion. Il faut que la personne ressente des choses positives quand elle s'imagine avec vos services, quand elle s'imagine dans la situation que vous lui promettez, etc. Et en B2B, par contre, même si la vente est importante, enfin le côté émotion est très important dans toutes les ventes, en B2B, ce qui va faire la différence, c'est la logique. Parce que là, vous parlez à un chef d'entreprise. Là, vous parlez à un chef de département. Vous parlez à un VP Sales, à un VP Marketing, vous parlez à une RH, peu importe. Vous parlez à une personne qui doit prendre des décisions au nom d'une entreprise, au nom d'une entité, d'un système, de tout un groupe. Ok? Donc cette personne, même si elle vous adore, il va falloir que la logique fasse sens. C'est pour ça qu'il est rare de closer en one shot en B2B. Quand je dis one shot, c'est-à-dire premier rendez-vous, je vous présente le truc, tu me donnes ta carte bleue. Ça, c'est ce qui peut arriver et qui arrive souvent en B2C. Par contre, en B2B, les personnes, quand tu auras de l'émotion, elles vont souvent vous dire « David, j'aime ta solution, j'y crois, mais je préfère prendre un peu de temps pour réfléchir. Je ne peux pas te donner une décision tout de suite. » Déjà parce qu'ils veulent que les émotions redescendent et voir si la logique fait sens quand il n'y a plus d'émotions, mais en plus parce que souvent ils prennent des décisions en équipe et que c'est très dur d'avoir toute l'équipe présente au rendez-vous de vente. Okay? Donc il faut savoir qu'il y a deux choses complètement différentes et donc deux façons de traiter les objections qui vont être différentes. Différentes dans le sens où ça, vous allez le traiter directement avec les émotions, avec ce qu'on vous a dit. Ça, parfois, en B2B, il se trouve qu'on traite des objections par mail. Ça arrive. Bon, le mieux, c'est d'appeler, mais parfois, on peut pas les avoir, les personnes. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Retenez bien ça. Quand on a des objections, il ne faut pas oublier une étape très importante que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la découverte. Si on vous donne des objections, c'est qu'il y a des informations qui vous ont échappé. Okay? C'est qu'il y a encore un peu de peur, un peu de manque de confiance dans la tête de votre prospect. Et donc, quand il vous donne une objection, par exemple, disons, je ne sais pas, je dois réfléchir.
Alors là, clairement, je dois réfléchir. C'est qu'il n'a pas encore confiance. Le je dois réfléchir, dans 99% du temps, c'est... Écoute, David, je suis convaincu, mais il y a un truc dans ma tête qui ne va pas là. J'ai un pressentiment qui fait que je préfère prendre un peu plus de temps. Ok? C'est que vous n'avez pas résolu toutes ces interrogations. Il faut savoir que les objections, souvent, la première qu'on vous donne, c'est juste ce qu'on appelle un écran de fumée. Hop. Smoke screen. Pourquoi? Parce que la personne, elle n'est pas en train de vous dire pourquoi elle doit réfléchir. Elle vous dit juste je dois réfléchir parce que c'est vrai, elle doit réfléchir. C'est à la surface. La conséquence de son manque de confiance, c'est qu'elle doit y réfléchir. Donc nous, au lieu de sauter sur l'objection comme un vendeur de tapis, tu dois réfléchir à quoi? Comment ça se fait? Je croyais que je t'avais tout dit, je te promets, tout va se passer comme il faut. Quelles sont tes peurs? Calmez-vous et faites ces 3 choses. Première chose, première étape, vous allez l'accueillir, l'objection, ok? Vous allez l'accueillir. Pourquoi? Parce que si vous rentrez tête contre tête avec votre prospect, c'est fini. Il est déjà un peu fermé, vous allez le fermer complètement. Là, montrez-lui que c'est ok de devoir réfléchir. C'est ok, John, tu dois réfléchir, il n'y a aucun problème. Je n'ai aucun problème avec ça, ok? Deuxièmement, vous allez faire ce qu'on appelle un isolement. Vous allez isoler l'objection. Le but, c'est de savoir si ça, c'est la seule chose dont il a besoin aujourd'hui pour prendre sa décision. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas, une fois que vous avez traité cette objection-là, qu'il vous en sorte une autre et qu'il saute d'objection en objection et que vous fassiez du traitement. Non, non. Moi, avant toute chose, je veux savoir si ça, c'est la seule chose qui nous empêche d'avancer ensemble aujourd'hui ou s'il y a autre chose. Ok? Et je vais lui poser la question, littéralement. Donc, John, tu dois réfléchir, il n'y a aucun problème. Est-ce que, avant qu'on se laisse et que je te laisse réfléchir, il y a quoi que ce soit d'autre qui nous empêche d'avancer ensemble aujourd'hui? S'il vous dit oui, alors vous faites la même chose. Vous accueillez, vous isolez. Et vous le faites à l'infini. Jusqu'à ce que sa réponse à votre question soit « Non, David, il n'y a plus rien, à part ces choses-là, qui se dressent entre nous. » Ok. Et c'est que, après ça, qu'on va la traiter. Ok? Comment est-ce qu'on traite une objection? Eh bien, c'est tout simple. Puisqu'on a une objection, et puisque l'objection est là parce qu'on a omis des informations, qu'on a manqué d'informations, eh bien, on va reprendre ce qu'on appelle la découverte. Très bien, John. Ok. Il n'y a que ça aujourd'hui, il n'y a que le fait que tu doives réfléchir qui nous empêche d'avancer ensemble aujourd'hui. Il n'y a aucun problème, John. Il n'y a absolument aucun problème. Et comme c'est la seule chose qui se dresse entre nous aujourd'hui, je vais te laisser réfléchir. Concrètement, combien de temps il te faut pour réfléchir, John? Est-ce que si on se revoit mardi pour faire le point, tu auras eu le temps avec le week-end de réfléchir? Ouais? Ok. On va se revoir mardi, très bien. Juste pour que je puisse me préparer au mieux mardi des questions que tu pourrais avoir. Concrètement, sur quoi est-ce que tu aimerais réfléchir? Quels sont les points aujourd'hui où tu manques d'informations? J'ai repris ma découverte. Ben, il faut que je vois si au niveau du budget, ça va tenir. Ah! On a enfin vu à travers le rideau de fumée et on connaît enfin la vraie objection. C'est le budget. Mais qu'est-ce que ça veut dire le budget? Concrètement, on ne sait pas vraiment. Donc, on reprend la même chose. Ah, John, donc c'est le budget en fait qui t'empêche. En fait, c'est de ne pas savoir si vraiment tu as le budget pour ce projet qui fait que tu souhaites y réfléchir. C'est bien ça? Ouais. Alors là, c'est que vous avez mal fait votre découverte parce que si on fait une bonne découverte, on connaît un peu le budget qu'ils ont pour ce genre de projet. On devrait le poser. C'est les questions qu'on doit poser. Ok, John. Bon, écoute, aucun problème. Si c'est le budget, moi, il n'y a vraiment aucun problème. Juste pour que je sois sûr, aujourd'hui, le budget, c'est la seule chose qui se dresse entre nous aujourd'hui? Oui? Ok. Donc, si je comprends mieux, enfin, juste histoire que je comprenne bien, John, quand tu dis le budget, est-ce que c'est que tu n'as pas les fonds disponibles?
Où est-ce que c'est que tu ne vois pas la valeur? Concrètement, si on enlevait la partie budget là, est-ce que ce programme-là, c'est ce que tu souhaiterais faire? Est-ce que tu le ferais s'il n'y avait plus la notion de budget, si c'était complètement gratuit? Est-ce que tu le ferais? Oui, pourquoi? Vous voyez, je reprends ma découverte. Parce que c'est vraiment ce qui répond à ma question, c'est vraiment ce qui m'amènerait de ma situation actuelle à la situation que je souhaite. Ok, ouais, mais pourquoi exactement? Parce que en fait, vos 12 semaines d'accompagnement avec la communauté, je trouve ça parfait selon moi parce que j'ai besoin de ABC. Ok, concrètement. Et concrètement, ça, ce que tu viens de me dire, donc la valeur, tu la vois, donc c'est qu'on n'a pas les fonds, en fait. Non, voilà, c'est ça, c'est que j'ai juste pas les fonds actuels. Tu me demandes 4 000 euros, j'en ai que 2 000. Ok, t'en as 2 000, admettons qu'on se laissait plus de temps, qu'on ait des options qui te permettaient de prendre plus de temps pour avoir les fonds. Alors, soit, là il y a plusieurs méthodes, soit on va travailler sur les fonds, soit on va travailler sur le fait qu'il n'ait pas les fonds. Si vous vendez un programme qui permet de faire gagner de l'argent aux gens, le fait qu'ils n'aient pas assez d'argent, on ne va pas parler de ça, on va parler de la cause pour laquelle ils n'ont pas d'argent aujourd'hui. Donc voilà, en gros, pour résumer, une objection, c'est simple, c'est traité d'abord par un accueil de cette objection. Ensuite, il faut l'isoler pour être sûr que c'est la seule chose qui se dresse entre nous aujourd'hui. Et une fois qu'on le sait, on la traite en reprenant une découverte de l'objection, en reposant des questions. Quand vous voyez ces closers sur Internet qui affirment des choses et qui closent des gens, souvent c'est en B2C, c'est sur de l'émotionnel et c'est parce qu'ils sont face à des gens qui sont plutôt vulnérables. Si vous êtes en B2B et que vous faites ce genre de choses à des VP de marketing, à des CEO qui ont l'habitude de voir des commerciaux, mais surtout qui ont une posture d'autorité, mec, tu lui raconteras pas la messe, ok? Donc, moi je pense qu'il faut traiter les objections par des questions. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des vendeurs, encore une fois, on est des conseillers. On amène les gens à acheter parce qu'ils se rendent compte grâce à nous que ce qu'on a à leur apporter, c'est ce qu'il y a de mieux pour les amener de leur situation A à la situation qu'ils souhaitent. Tout simplement. Donc on va résumer. Résumons un petit peu cette vidéo, c'est pas mal d'informations, je vous le dis. C'est normal si ça vous paraît un petit peu overwhelming. Mais vous allez comprendre, en fait la vente c'est simple, la vente c'est un transfert de conviction. La vente, c'est un transfert de conviction que tu peux amener ton prospect du point A au point B. Par ta solution, bien sûr. Plus, grâce à tes questions, grâce à ton échange avec le prospect, plus tu lui donnes conscience que la distance entre le point B et le point A est loin parce que ces problèmes actuels ont un impact énorme. Donc en fait, ce que tu vas lui régler, ça va avoir un changement drastique sur sa vie. Plus ce que tu vas vendre aura une valeur élevée. En tout cas, en termes de perception, en termes de ce que perçoit ton prospect. Plus ça a de la valeur, plus le prix que tu vas proposer semblera dérisoire et donc moins tu auras d'objections. Ok? Pour les objections, gardez bien ça en tête. Les novices ont du mal avec les objections. Les intermédiaires savent traiter les objections. Les masters, les experts n'ont pas d'objections. Ils n'en ont pas. Ils vont qualifier les prospects de la bonne façon, ils vont faire les bonnes découvertes, ils vont comprendre les bons problèmes, les bons impacts et ils vont connecter leurs solutions de la bonne façon, de sorte à ce qu'ils n'auront pas d'objection. Et donc, où que vous soyez dans le monde, quoi que vous vendiez, vous allez suivre ces étapes et vous pourrez littéralement imprimer de l'argent à partir de rien. Vous êtes vous avez des compétences. Ça veut dire que vous pouvez échanger ces compétences à des gens qui n'ont pas ces compétences contre de l'argent. Et du coup, il va falloir que vous vous assuriez que vous trouvez des gens qui ont besoin de ces conséquences, de ces compétences et que ces compétences-là vont résoudre des problèmes chez eux qui ont un impact assez fort pour justifier votre prix. J'espère que ça a du sens.
Pour finir, le mot de la fin, avant de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous ne faites pas encore partie de la communauté des sales machines qu'on a fait sur Skool, on a des commerciaux de tout. On a du B2B, du B2C, des gens dans les assurances, des gens dans la crypto, des gens dans le médical. On a littéralement de tout, des commerciaux qui échangent continuellement sur leurs meilleures pratiques, leurs victoires, on partage nos victoires, ce qu'on vend pas, comment on l'a vendu, qu'est-ce qu'on a appris, mais on fait aussi des lives chaque semaine, des sales training, on va pouvoir faire du roleplay avec eux et c'est la meilleure façon de s'entraîner. Plus on s'entraîne, plus on transpire pendant l'entraînement, moins les matchs, moins les vraies échéances paraîtront difficiles. Donc si vous voulez vous améliorer dans votre job, si vous voulez augmenter vos revenus, si vous êtes entrepreneur parce que vous vendez, eh ben, cliquez simplement sur le lien dans la description, rejoignez la communauté et je vous garantis qu'en un rien de temps, vous allez vous améliorer de manière conséquente. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. C'était David. Portez-vous bien. Ciao, ciao.